Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live. Et oui, on n'arrête plus les lives sur Cité Talks. On est déjà au neuvième numéro. Et aujourd'hui, on est avec Éponine pour parler du magnifique journal Cité Unie et du journalisme en général. Salut Éponine. Salut Tanguy. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi en ce moment je fais un master 2 de journalisme culturel à la Sorbonne Nouvelle. Et puis voilà, j'habite à la Cité depuis, c'est ma quatrième année maintenant. Et je m'occupe avec d'autres personnes du journal Cité Unie. Alors, eh bien, commençons un peu par toi. Pourquoi embrasser cette carrière du journalisme? Pourquoi partir vers un tel master? T'avais là une fibre, t'avais envie d'écrire, t'avais envie de raconter des choses, des histoires, d'énoncer? Bah, c'est venu un peu par hasard, j'avoue, parce que au début, au lycée en tout cas, je savais pas du tout ce que j'avais envie de faire. Et puis, je suis partie faire une licence d'abord d'études anglophones, pendant laquelle j'ai fait un an d'Erasmus en Angleterre. Et en fait, c'est là-bas que j'ai découvert qu'on pouvait écrire, enfin qu'il y avait un journal à la fac et qu'on pouvait écrire pour le journal de la fac. Et donc je me suis dit, je sais pas, ça m'a plu. Enfin, je me suis dit que ça avait l'air cool comme expérience. Et donc j'ai commencé à écrire quelques articles pour eux. Enfin voilà, en bénévolat, quoi, et de manière totalement non professionnelle. Et ensuite j'ai continué. En fait, je l'ai fait pour un magazine culturel aussi de l'université de Bristol où j'étais. Et quand je suis rentrée en France, j'ai terminé ma licence. Et ensuite, quand j'ai fait mon master, et je suis arrivée à la Cité en même temps, donc je me suis engagée dans Cité Unie. Et c'est pendant mon master en fait que je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de faire ça. Donc parce que j'ai fait un premier master plus théorique avant en art et culture visuelle des pays anglophones. Et donc voilà, c'était hyper intéressant, mais c'était très théorique. Et donc j'ai voulu faire un deuxième master 2 plus pratique, plus dans enfin voilà, où j'allais plus apprendre vraiment le journalisme et le journalisme culturel en particulier. Je te propose qu'on parle un peu de Cité Unie, puis après on pourra parler, je pense, de tes stages. Je pense qu'il y a vraiment une corrélation assez intéressante sur ça. Moi, j'ai souvent une philosophie, c'est que les participer à des associations, enfin l'univers associatif quand on est étudiant, c'est vraiment très formateur. C'est un univers dans lequel on peut se plonger sans trop de risques, essayer. Au pire, comme diraient nos amis d'AnimaFac, au pire on réussit. Et puis bon, si vraiment on se foire, de toute façon, ça sera oublié, voilà, dans l'histoire. En tout cas, on peut essayer. Par exemple, sur un journal, on peut essayer d'écrire, on peut essayer de faire du maquettage, de gérer une équipe, d'améliorer ses techniques pour angler un sujet. Enfin, c'est très riche. Alors, Cité Unie, c'était lancé par des résidents à la Maison du Canada vers 2016 à peu près. C'est ça. Toi, t'étais déjà là? Oui, j'étais là et puis je suis même venue à la toute première réunion d'information Ah, t'es une avant que. vraie, toi. Ouais. T'as un badge d'honneur. Ben non, j'en ai pas, mais j'aimerais. Mais oui, oui, non, ça a été lancé, ou en tout cas l'idée a été lancée en novembre, je crois, enfin fin 2016. Et puis et du coup, ouais, enfin, j'ai pas participé au journal directement, mais je suis allée à la première réunion. C'était des Québécois de la maison des étudiants canadiens, comme tu disais, qui l'ont créé au début. Et puis dès le deuxième numéro, on retrouve un article de toi dans l'édition de l'été 2017. Ça, c'est incroyable aussi. Voilà, depuis, tu n'as jamais quitté le journal. Ouais, exactement. Alors, qu'est-ce que c'est Cité Unie? Comment on pourrait le présenter? Alors, c'est le journal des résidents de la cité en fait. Et puis c'est vraiment un journal qui s'est voulu depuis le début donc être créé par les résidents et pour eux en même temps. Donc voilà, c'est pas une. On a ensuite eu des financements de la cité, mais c'est pas une initiative de la cité en elle-même. Et puis donc, enfin voilà, c'est un journal qui paraît. Donc on a un site internet. Et puis on fait aussi des éditions. On essaye d'en faire deux éditions papier par an. Et donc tous les résidents de la cité peuvent écrire sur des sujets qui leur plaisent. On a un thème commun en fait qu'on essaye de prendre assez large
en général à chaque édition pour qu'ensuite, enfin pour donner une base de départ et pour qu'ensuite les résidents puissent écrire un article qui soit lié de près ou de loin au thème et sur un sujet qui les intéresse et dont ils ont envie de parler. C'est Voilà. une belle description. Du coup, comment vous choisissez les thèmes? C'est vous faites une sorte de conférence de rédaction, vous. Oui, c'est ça. Bah, avant le confinement, on faisait des conférences de rédaction. Mais oui, oui, on fait un sondage en fait en général entre les membres de l'équipe et puis chacun propose un ou plusieurs thèmes et ensuite on vote et puis en général c'est le thème qui récolte le plus de votes qui gagne. Ok. Voilà. Je vois que déjà dans les commentaires, nous avons voilà nos habitués. Nous avons Cité Unie, le compte officiel, voilà, qui communique avec nous. On pense que Pierre est derrière, et puis on a également Bernie qui est avec nous. À quand le prix Pulitzer, il demande. On va en parler de la vision du journalisme et de comment tu te positionnes et comment tu te vois dans cet univers un petit peu plus tard. Alors donc tu parlais effectivement qu'il y a deux, oui, deux, trois numéros par an. Alors je propose qu'on regarde un petit peu à quoi ressemble le site internet. Attention, magie du direct. Pof. Voilà, donc là on voit le site internet. Donc là on a l'article de la dernière édition qui est en une, avec un magnifique dessin de Victor Viard, voilà, qui a fait pas mal d'illustrations sur le dernier numéro. Quel était déjà le dernier sujet? Alors le dernier sujet, c'était l'inattendu. Dans C'est ce que ça. vous avez reçu, il y avait de l'inattendu? Oui, bah il y a toujours de l'inattendu. C'est pour ça à chaque fois c'est à la fin de la deadline quand on fait un appel à article, il y a toujours plein de surprises dans les contributions qu'on reçoit et c'est ça qui est cool. Alors c'est vrai que on voit qu'il y a une variété de sujets. Ça parle aussi bien de poupées sexuelles, en passant Ouais. par l'ENA et son possible avenir depuis que le président de la République a voulu réorienter le destin de cette école. Et aux Gilets jaunes, donc c'est vrai qu'on est voilà, c'est très varié comme journal. Oui, c'est ça, j'ai oublié de le mentionner, mais en fait, on a quatre grandes rubriques dans le journal qui sont actualité internationale, politique française, culture et idées. Et donc voilà, ça permet de structurer un peu le journal euh, tout en restant quand même assez large parce que quel que soit le sujet sur lequel on a envie d'écrire, il y a toujours, enfin, il va toujours pouvoir rentrer dans une des rubriques. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce genre de publication, c'est très formateur parce que toi, finalement, tu rentres dedans, tu écris d'abord, donc voilà, tu essaies de faire des sujets qui répondent à voilà, une idée, un sujet qui est plus large du coup, enfin des sujets, donc des articles qui répondent à un sujet, voilà, et tant de mots qui se ressemblent. Le français, quelle langue? Et après, ben, tu vas commencer peut-être à t'intéresser peut-être au fonctionnement de la structure, puis tu vas un jour faire une maquette d'un journal papier. Donc voilà, à chaque fois, tu explores de nouveaux univers. Oui, oui, c'est ça. Puis c'est ça qui est génial aussi dans l'expérience comme ça, enfin comme tu disais du bénévolat ou de l'associatif dans le enfin d'une asso étudiante quoi comme celle-là, c'est que enfin ça on pourrait pas le faire, je pourrais pas dans un stage demander à m'occuper de la maquette du journal tout d'un coup alors que je suis en stage en éditorial quoi par exemple, alors que là dans un journal étudiant comme ça, on peut totalement toucher à tout et puis même sans être expert en la matière, au contraire. Et c'est ça qui est assez enrichissant, quoi, parce qu'on apprend. Moi, j'ai appris plein de trucs. J'ai appris à me servir d'InDesign pour mettre en page avec l'aide de Victor la dernière édition, par exemple. Donc voilà. On peut s'essayer à plein de choses. Aux grandes dames de Pierre qui auraient tous voulu faire passer les équipes sous Scribus, j'imagine. Oui, c'est Voilà, vrai. les amis de Cité Libre sont jamais très loin. Euh, Donc c'est un journal, ça demande quand même un sacré investissement en temps parce qu'il faut communiquer, faut faire vivre le journal, faut j'imagine relire, des fois un petit peu corriger les articles. Oui, oui, complètement. Bah, ça, je pense que
on se rend pas forcément compte de tout le travail qu'il y a derrière une activité comme ça, mais c'est assez, enfin c'est pas que c'est énorme, mais en fait, de toute façon, au plus il y a de gens dans l'équipe, au mieux le travail est réparti, forcément. Mais bon, en tout cas, quand on fait une édition papier, il faut déjà un gros travail de communication à faire sur les réseaux sociaux pour l'appel à articles et puis pour essayer de faire en sorte que le maximum de gens voient ça et pour avoir le plus pour recevoir le plus de propositions d'articles possible. Ensuite, il faut tous les lire. Donc ça, c'est les chefs de rubrique de chaque section qui s'occupent de ça. Et puis, donc voilà, il faut les relire. Si on en a trop, si on peut pas tout mettre dans l'édition papier, il faut aussi choisir les textes qui iront dans l'édition papier et ceux qui iront sur le site. Et puis ensuite, il faut les corriger parce qu'il y a toujours quelques petites fautes ou des petites choses à corriger. Et puis ensuite, il y a toute la mise en page qui est assez longue aussi. Éventuellement, comme dans la dernière édition, faire des illustrations pour les articles s'il n'y a pas de photos adéquates pour illustrer l'article. Et puis après, il y a toute la relation avec l'imprimeur aussi enfin voilà, établir en fonction du budget qu'on a, voir combien d'exemplaires on peut imprimer, etc. Puis ensuite on reçoit ça et on distribue. Mais donc oui, c'est pas mal de travail, mais après c'est super gratifiant de voir des gens à la bibliothèque par exemple qui ont pris un exemplaire et qui sont en train de le lire. Ça c'est assez sympa quoi. En effet, c'est vrai qu'on peut le retrouver dans plusieurs points le journal. Alors là, je repartageais juste l'écran pour voir un petit peu les rubriques. Donc on voit international, politique française, culture, idées. Bon, il y a toujours des éditoriaux. Alors et sur le site là, il y a également, voilà, on va en parler juste dans un instant, l'ivresse, le prochain thème du journal. Exactement. Donc on peut le retrouver entre autres devant la bibliothèque, un peu dans la maison internationale et dans les salles de lecture ou dans les salons des maisons, c'est ça? Oui, ouais, ouais, c'est ça. En général, on en envoie grâce à toi en courrier interne aux maisons. Puis après, il y en a une bonne partie aussi qui est devant la bibliothèque et dans le hall de la maison internationale. Et du coup, bon, on a une prochaine édition là qui est en attente, voilà, de parution, si on peut dire ça comme ça. Le sujet c'est l'ivresse, voilà. Alors, on peut imaginer l'ivresse de la fin du confinement. Tant d'ivresses nous attendent. Vous avez reçu quelques contributions. C'est un projet qui est toujours en route malgré le confinement. Oui, oui, toujours. Bah après, on n'a pas besoin de se voir physiquement pour le faire. Donc oui, il est toujours en route, toujours prévu. Et on a reçu 3 articles, je crois, pour l'instant. On a un poème aussi. Et puis, on va peut-être publier des dessins aussi. Donc voilà, ce sera la surprise, on verra ça. Parce que c'est vrai que c'est une particularité peut-être de Cité Unie par rapport à beaucoup d'autres titres, on va dire, de la presse étudiante, enfin des publications étudiantes. Alors c'est comment dire, une expression que je volerais au magazine 21. Eux, ils disent qu'ils font du journalisme total, c'est-à-dire qu'ils racontent des histoires avec de la BD, du dessin, de la photo et de l'écrit. Et c'est vrai qu'on retrouve un petit peu cette idée, mine de rien, dans Cité Unie, parce qu'à chaque fois on a des choses un petit peu différentes qui viennent en fonction des contributions. Alors, c'est vrai, il y a une grande place pour l'écrit, ouais, voilà, pour des articles, on va dire, plutôt traditionnels avec des illustrations, mais on a également, régulièrement des petites surprises. Oui, ouais, ouais, complètement. Bah, je trouve que c'est important de pas, enfin, l'écrit est très très important, c'est sûr, mais de pas se limiter à ça parce que en plus à la cité, enfin, le but c'est aussi de montrer un peu tous les talents qu'il y a à la cité. Et puis donc ouais, dans la dernière édition par exemple, on a publié un dessin et une BD d'étudiants de l'école des Arts Déco et un autre des Beaux-Arts, je crois. Donc voilà, c'est aussi, je pense que c'est important d'avoir une dimension visuelle aussi assez forte. Enfin, c'est toujours enrichissant. Enfin, ça change des articles, ça fait
même dans la mise en page du journal, ça fait des respirations aussi. Donc, enfin voilà, je trouve ça, enfin on trouve ça dans l'équipe, on trouve ça assez. Et oui, il faut sans cesse rattraper le lecteur et le remettre en haleine. Voilà, lui mettre des pauses, des respirations, le relancer, susciter son intérêt en permanence. Exactement. Du coup, toi, tu explores voilà l'univers du journalisme, on va dire de façon peut-être un peu, on va dire théorique, au travers voilà de tes études. Il y a un côté très pratique que tu réalises au travers de Cité Unie. Et également, tu fais des stages dans des médias, on va dire plus traditionnels ou peut-être un peu moins, parce que je crois que tu es allé dans des voilà, dans des lieux qui produisent des revues qui sont un peu atypiques sur le marché du Denis, ouais. Ouais, voilà enfin, de la presse. Tu peux nous en parler un peu? oui, oui, bien sûr. Bah alors, je les ai même à côté de moi pour vous montrer un peu. Donc, en fait, j'ai fait 3 stages en tout, de 6 mois chacun. Et j'ai commencé donc il y a 2 ans avec un stage dans une revue qui s'appelle Les Others. Donc, c'est pas très connu. Ça ressemble à ça. Je sais pas si on voit bien. Alors, Euh, je cherche une image en même temps, si j'ai. Ouais, ce sera peut-être plus. Donc ça c'est un des numéros des Others et donc c'est un magazine qui est très axé sur le voyage, l'exploration et donc en fait il y a beaucoup de récits de voyage dedans et puis d'entretiens avec des explorateurs, des scientifiques aussi ou des voyageurs. Euh, et puis C'est quoi? C'est vraiment c'est de la narration d'histoire? ouais, c'est un peu de tout. En fait, ils ont. J'en montre un autre. Il y a celui-là aussi, par exemple. Euh, En fait, oui, donc il y a des récits de voyage. Il y a aussi dans les. Enfin, c'est très visuel aussi. Je sais pas si tu as trouvé des. Ouais, je suis en train de partager voilà, l'écran de. A Oui. priori, je me suis pas planté. C'est vrai que là, on est. Donc ouais, il y a toujours. Enfin, c'est accompagné de très belles photos assez léchées. Et puis. Et puis oui, après il y a des articles de réflexion un peu sur tout ce qui touche au voyage et à l'outdoor, etc. Euh, donc voilà, donc là eux pareil, ils ont chaque fois c'est un biannuel, donc ils sortent 2 fois par an et puis à chaque fois ils ont un thème un peu qui sert de fil conducteur au magazine. Et, euh, et voilà. Et puis eux, donc, ils font aussi des récits. Enfin, souvent, c'est des récits de voyage qui sont en partenariat avec des marques avec lesquelles ils collaborent. Et c'est une des manières pour eux de se financer. Euh, Parce que donc ils n'ont pas de publicité directement dans les pages de leur magazine, mais par contre ils ont des récits. Enfin voilà, un récit par exemple où ils vont partir je sais pas, en Islande et puis ils vont tester la nouvelle veste de la marque Patagonia par exemple, et donc ils vont préciser au début et à la fin de l'article que c'est un article en partenariat avec telle ou telle marque. Et puis voilà, c'est aussi une façon pour eux de se C'est presque des youtubeurs. bah, version papier, mais oui, ça pourrait, ouais. Et donc voilà, donc là en fait c'était un stage pas vraiment de journalisme parce que c'est pas du journalisme à proprement parler. En fait c'est un MOOC donc qui est un format qui est en plein essor, enfin qui est maintenant bien installé, mais qui marche beaucoup en France et puis ailleurs aussi dans le monde. Et puis donc voilà, donc MOOC c'est une contraction de magazine et book, et en fait c'est des revues un peu au long cours qui se veulent être un mélange entre un magazine et un beau livre en fait. Et puis C'est drôle parce qu'en termes de nom, on dirait MOOC comme les sites internet sur lesquels on oui. Massive, Open. Ah oui, les cours en ligne, ouais. Ouais. Bah là c'est pareil sauf que c'est avec un K à la fin au lieu d'un Ah, C. la subtilité. Et ouais, donc voilà, c'est ça. Et puis moi mon stage c'était plus peut-être un peu plus axé communication, donc qui est un domaine que je connais, enfin que je connaissais pas trop. Et puis en gros, je devais donc écrire des articles pour le site sur divers sujets liés toujours à ces thèmes-là.
Et puis aussi faire de la veille sur les réseaux sociaux, donc pour ce qui était de la partie communication. Et puis il y avait aussi un petit peu de partie production où je devais les aider sur des projets, par exemple aider à l'organisation de voyages quand ils partaient en voyage pour faire une campagne de publicité pour un produit par exemple. Donc voilà, c'était pas du journalisme à proprement parler, mais du coup c'était très intéressant parce que c'est un bon exemple de petit magazine et puis qui traite d'un sujet qui est vraiment de niche quand même et qui a su s'imposer en fait dans son thème quoi, mais en France et qui a un bon lectorat maintenant et qui marche assez bien. Donc voilà, ça c'était le premier stage. Et puis je sais pas si tu veux que je parle des autres maintenant. Enfin, Si, ouais, ouais, et puis on fera une espèce de, on essaiera de trouver des, des interactions entre tout ça. ça marche. Donc voilà, donc ouais, j'ai fait ça et ensuite j'ai fait un autre stage dans une revue qui est un peu plus connue qui s'appelle America. Pareil, j'en ai quelques-uns là, euh, celle-ci par exemple. Et donc c'est un autre MOOC, c'est à peu près le même format. Cette fois-ci c'est un trimestriel. Et puis donc là c'est une revue qui a été créée il y a 4 ans maintenant, au moment de l'élection de Trump aux États-Unis. Et puis, en fait, c'est une revue qui traite de la politique et de la société américaine à travers les yeux des grands écrivains américains contemporains. Donc voilà, c'est une revue plutôt littéraire, enfin vraiment axée sur la littérature américaine et pareil avec un thème à chaque fois. Euh, donc Du coup, c'est vraiment une revue de presse, c'est-à-dire qu'ils quoi, ils lisent des tonnes de. Non, alors en fait, à chaque fois, il y a un grand entretien sur plus d'une vingtaine, enfin une vingtaine de pages avec un écrivain américain actuel. Et puis après, il y a un grand dossier. Donc là, par exemple, c'était celui que j'ai montré, c'était sur les grands espaces, donc l'Amérique sauvage. Et puis il y a eu aussi un numéro sur l'Amérique indienne, un autre sur les femmes un autre sur le rêve américain. Je les regarde parce qu'ils sont dans ma bibliothèque derrière. Et puis donc voilà, donc à chaque fois il y a un dossier avec pareil, des entretiens ou des textes d'écrivains qui vont s'exprimer sur un sujet. Et puis là pareil, c'est une revue qui est très très visuelle où il y a vraiment un soin qui est apporté. Enfin ça se voit rien que dans les couvertures. Il y a un grand soin qui est apporté au graphisme et à la direction artistique. Et donc voilà, à chaque fois il y a plein d'illustrations, plein de photos. Il y a une série à chaque fois, un portfolio de photos aussi. Euh, donc ça ouais, c'était vraiment trop bien. Ça m'a beaucoup plu aussi parce que ça réunit vraiment le journalisme de qualité au long cours. Enfin, ce que je préfère, avec aussi une forte dimension visuelle. Donc là ouais, c'est ça. Il y a une liste de tous les auteurs qui ont participé ou qui ont été dont on a parlé dans le magazine. Et il y en a. Oui. Voilà, ils en sont au numéro 13, je crois. Donc oui, je l'ai pas précisé, mais c'est un magazine qui est censé se terminer donc à la fin du mandat de Trump. Il est censé durer que 16 numéros. Et donc là il arrive à sa fin. Eh ben, ils feront America Abyss sur le deuxième mandat. Bah, malheureusement, si, ouais, s'il est réélu. Je sais pas ce qu'ils feront, mais bon. Donc voilà. Et puis donc là c'était là je devais faire en fait une revue de presse tous les jours de l'actualité politique et littéraire aux États-Unis. Du Et coup, tu devais être super calé. bah oui oui non c'était bien parce que du coup bon j'ai perdu l'habitude de le faire mais du coup enfin tous les jours fallait que je regarde un peu le New York Times, New Yorker, enfin tous les un peu les grands titres américain, donc c'était assez intéressant. Enfin, surtout qu'en plus j'avais fait des études anglophones où j'avais eu des cours de civilisation américaine et de littérature américaine, donc c'était un peu ça rejoignait un peu les études que j'avais fait, donc c'était bien. Et puis je faisais des recherches, pas mal de recherches documentaires aussi pour les numéros à venir. Donc donc voilà et puis un petit peu il y avait un petit peu de rédaction mais quand même beaucoup moins que pour les Others et puis pour mon autre stage Est-ce dont que je... dans une telle publication, il y a des documentalistes aussi qui œuvrent en arrière-coulisses?
Alors, qu'est-ce que tu veux dire par Des documentaliste? documentalistes qui font bah, justement la partie recherche documentaire, il y a peut-être des archives, il y a peut-être des bases de travail sur lesquelles on a des gens voilà, qui vont chercher de la documentation, des compléments. Ben, en fait, c'est une toute petite équipe. C'est un journal qui a été créé par le cofondateur du 1, du journal Le 1, Eric Fotorino. Donc c'est lui qui est aussi cofondateur d'America. Et donc, enfin, bon, tout ça pour dire que c'est une petite équipe. Et puis il y a en gros le rédac chef, il y a une journaliste, et puis ensuite donc la directrice artistique, l'iconographe et le maquettiste. Mais en gros, c'est une équipe assez réduite. Donc en fait, c'était la journaliste et moi en fait qui étions en charge de la recherche de Documentaire. documents, etc. Ouais, pour Parce que ça, c'est quelque chose peut-être dont on ne se rend pas compte quand on est lecteur ou qu'on n'est pas habitué à l'univers journalistique. C'est que finalement, c'est vrai que bon, voilà, le monde journalistique a subi, comme tant d'autres secteurs, une réduction des effectifs. Alors c'est vrai qu'on pense souvent, à mon avis, plus à l'aspect journalisme, télé, médias, où c'est vrai qu'avant on avait un caméraman, un JRI, un preneur de son. Bon, maintenant il y a BFM Paris, la fille elle se balade avec sa perche à selfie et son iPhone et ça fait un reportage. C'est vrai qu'on n'imagine pas que non plus que finalement dans des publications comme ça de cette qualité, on va avoir finalement il y a un noyau dur qui est parfois très restreint et qu'on va faire appel voilà finalement à des auteurs qui sont extérieurs et finalement là voilà le magazine tourne quand même avec des équipes vraiment minimalistes. oui, oui, c'est ça. Après, là, c'est un parti pris d'America, c'est de faire appel voilà, enfin, aux grandes voix de la littérature américaine d'aujourd'hui. Après, donc, bon, je peux parler pour eux parce que je connais un petit peu, mais je saurais pas trop dire comment ça se passe dans les autres MOOC, mais je pense qu'en général, oui, c'est des équipes assez réduites parce qu'aussi, enfin voilà, on préfère faire appel à des gens qui sont vraiment parce que bon, enfin, le journaliste, il touche à tout, mais il est expert dans aucun sujet finalement. Alors que là, il y a aussi une autre revue, pareil, qui a été créée par la même maison, qui s'appelle Zadig, qui a été créée l'année dernière. Et puis, c'est un petit peu le même concept qu'America. Et puis, ils font appel à beaucoup d'écrivains, mais aussi des historiens et des sociologues pour parler un peu de la France d'aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà. Ouais, je pense que Je c'est. suis lecteur de deux revues comme ça qui sont deux revues jumelles, c'est 21 et 6 mois. Donc 6 mois qui est aussi un biannuel voilà, plutôt photo, mais on raconte voilà, on a un reportage photo qui est réalisé par quelqu'un. Alors après bon l'art, les goûts, les couleurs, moi je dirais que parfois finalement la photo est pas folle, mais finalement elle raconte quelque chose au travers de la série qui est proposée. Et puis la narration qui est faite de façon textuelle et les compléments voilà, peut permettre vraiment d'explorer et de bien comprendre des sujets. Puis il y a 21, j'évoquais le nom juste avant, qui vient de refaire une nouvelle formule. Et là, pareil, voilà, on est pareil visiblement sur des équipes qui sont très réduites. D'ailleurs, c'est ces deux revues qui ont failli disparaître. Elles avaient lancé une troisième publication qui n'a pas marché. Ça va vraiment fait couler les deux autres. Euh, mais voilà, je crois que 6 mois, ils sont, je sais plus, peut-être trois ou quatre Ah oui. permanents, et puis 21, ça a pas l'air d'être tellement plus. Oui, bah après, je pense que la périodicité joue aussi parce que on n'est pas sur des. Enfin, si c'était un quotidien, il faudrait forcément plus de gens, quoi, parce qu'il y aurait plus de travail. Enfin, j'imagine. Enfin, là, America, par exemple, donc il sort tous les 3 mois, et puis à chaque fois, il y avait enfin, ça prend à peu près 2 mois de créer. Oui, en général, on a les sujets en avance, mais et puis on a déjà fait les commandes de textes aux écrivains, etc. Mais ça prend un mois de mise en page pour le magazine, et puis peut-être, oui, c'est ça, 2 mois entre la réflexion, la rédaction des articles, etc. Donc, euh, donc, je pense que ça nécessite pas non plus des équipes de 40 personnes, quoi. Alors tu disais tout à l'heure que le journaliste, il est pas, enfin, il a pas une connaissance infuse sur tous les sujets. Il est quand même parfois très spécialisé. Je vais encore reprendre
la télévision, mais on sait que ça existe aussi dans la presse. On a les fameux journalistes police-justice, voilà, qu'on adore inviter sur les plateaux, qui ont tant de sources avec le crime et le moins crime. Il y a aussi des journalistes high-tech, enfin, ou people, donc il y a quand même des Mm. spécialisations à moyen terme. Enfin, après, j'imagine que ça dépend vraiment d'où on tombe. Oui, c'est vrai. Non, mais il y a forcément toujours, ou en tout cas, je pense la majorité du temps, les journalistes ont un centre d'intérêt qui font que ils s'intéressent plus à tel sujet et puis ils écrivent plus sur un sujet en particulier. Bah, surtout en journalisme culturel, ça se vérifie encore plus. Euh, mais bon après je sais pas, je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que ce sera quand même pas pareil qu'un universitaire, par exemple, qui travaillerait sur le même sujet, même s'il y a des journalistes, évidemment, qui sont très très calés. Et puis il y a aussi des universitaires, par exemple, qui sont aussi journalistes en Oui, et même puis temps. j'imagine que ça peut aussi, en termes de point de vue, apporter aussi des choses, Oui, d'aller chercher des gens d'ailleurs. oui, complètement. Ouais. Donc 2 stages déjà, c'était incroyable. Et donc il en manque plus qu'un. Donc le dernier, c'est un stage que j'ai fait cette année aux Inrecuptibles, euh, OK. qui là est quand même beaucoup plus connu. Donc c'est un hebdomadaire culturel qui qui existe depuis pas mal de temps. Je crois, je me rappelle plus des dates, mais et puis voilà, c'est il y a une époque où ils étaient un peu, ils parlaient un peu aussi de politique, société, mais là ils se sont, enfin là ces dernières années, ils se sont vraiment recentrés sur la culture. Et puis moi j'étais en stage dans la rubrique cinéma, du coup des Inrocks. Et donc là, pour le coup, il y avait énormément de rédaction. Enfin, il y avait quasiment que ça, enfin presque. Donc j'écrivais pour le site des Inrecuptibles. Et puis donc voilà, donc j'écrivais des articles sur l'actualité cinématographique. Donc c'était surtout principalement ce qu'on appelle des brèves, donc qui sont des articles assez courts qui vont traiter d'une information chaude en fait qui vient de sortir. Et puis de temps en temps, on écrivait aussi des articles un peu plus longs. Donc on prenait plusieurs jours pour les faire. Et puis voilà. Donc là, c'est le troisième stage. Alors on va rentrer dans une phase, peut-être un peu moins scientifique, plutôt, ressenti, on va dire ça comme ça. Dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez également des avis divergents. Moi, j'ai le sentiment, tu vois, qu'il y a un peu 2 grandes tendances dans le journalisme aujourd'hui. Alors j'imagine qu'on peut faire plein de catégories, de sous-catégories, voilà. En tout cas, il y a ce journalisme long vers lequel il y a 2 stages, on va dire, c'est plutôt du journalisme au long cours avec des articles. On n'est pas dans l'actualité chaude, on est plutôt sur de l'analyse ou sur du point de vue, mais on n'est jamais dans l'instant. Puis il y a les AROC, la partie web, bon, comme tu dis, c'est l'actualité chaude. Alors on va parler, j'imagine, d'une info sur un film qui vient de tomber, il est annulé, il y a tel acteur qui est venu, pas venu. Tu vois, par exemple, les AROC, c'est quand même une vieille publication française. C'est loin d'être un magazine tout jeune. Ils ont une version papier qui est, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, j'admets, mais pour ce que je m'en souviens, on est plutôt sur de l'actualité un peu déjà froide. Enfin, on est dans un froid chaud, c'est-à-dire que quand on va parler par exemple d'un film dans les Arocs, c'est un film qui sort, mais l'interview il a peut-être eu lieu il y a, je sais pas, 2 semaines, un mois. Euh, donc il y a quand même un ADN plus presse-papier, un peu long cours, plus ou moins, en tout cas je le sens comme ça. Et ils ont quand même un site web où on est dans l'actualité de l'instantané, c'est-à-dire que ça, toute la journée, ça débite, il y a la dernière vidéo de truc, la dernière news de machin. Toi, comment t'as ressenti ce mélange de culture au sein de la rédaction? Euh, Bah, c'est vrai que oui, c'est vrai que c'est intéressant comme réflexion. Alors après, bon, quand on est stagiaire aux Inrocks, on s'occupe pas du tout du magazine papier, donc j'étais pas trop dans, je savais pas exactement ce qui se passait au niveau des choix éditoriaux, etc. pour le magazine, mais c'est vrai qu'en pour le site, c'est vraiment un rythme assez effréné quand même. En général, on est deux stagiaires par rubrique, donc il y avait deux stagiaires en actu,
deux en cinéma, deux en musique, et puis voilà. Après il y a littérature aussi, mais qui avait pas de stagiaire. Et c'est un rythme assez intense parce qu'on écrivait entre 3 grands minimums et 5 articles par jour. Donc quand je dis articles, c'est vraiment des brèves, hein, donc c'est assez court. C'est pour ça qu'on pouvait en écrire autant dans une journée. Mais voilà, c'est vrai que c'est un parti pris, mais parfois j'ai remarqué que, par exemple, quand il y avait une information qui tombait qui était assez similaire à une autre, sur laquelle on avait fait un article la veille, par exemple, on nous conseillait au lieu de modifier l'ancien article et de rajouter l'information en question, d'en refaire un nouveau parce que ça fait plus de contenu pour le site. Et puis qu'ensuite il est, je sais pas, mieux référencé dans Google, et puis, enfin voilà, pour faire plus de contenu et plus de posts pour les réseaux sociaux, etc. Ce qui est, enfin bon, après c'est un choix éditorial, mais c'est vrai qu'il y a une différence quand même assez marquée entre le site et la version papier, mais ça vient du format aussi parce que le papier c'est un hebdomadaire, donc du coup forcément ça permet de parler de sujets un peu plus en prenant un petit peu plus de recul que sur le site, quoi. Où il faut écrire directement dès qu'il y a une information qui tombe. Je sais pas si ça répond à ta question, Si, mais si, alors je rebondis un peu avec une anecdote qui m'est toute personnelle, mais que j'aime raconter. Voilà, il y a fort fort longtemps, je travaillais pour une publication qui s'appelait City Campus, qui était un média qui avait été lancé à destination du public étudiant avec des rédactions locales. Alors quand on disait rédaction locale, il y avait un chroniqueur par grande ville étudiante, en gros. Moi j'étais sur Rennes. Et donc c'est vrai qu'on avait une rédaction, en tout cas une direction de rédaction avec deux personnes qui étaient issues de la presse plutôt, on va dire traditionnelle. On était en 2007, donc c'était le début de l'internet. Voilà, on avait déjà eu la vague des blogs et bon, on était un peu dans ce prolongement. Finalement, tous les médias essayaient de se trouver une voie et voilà. Et donc c'est vrai que je crois que le premier article que j'ai publié, c'était un nounours en gelée qui brûlait en réaction chimique dans un composé de laboratoire, un truc, je sais pas, peut-être que c'était dans de l'acide sulfurique ou je sais pas. Voilà, et ça tranchait vraiment avec la culture qu'on avait à l'époque, se dire voilà, on va avoir une publication plutôt sérieuse, un peu comme l'étudiant.fr, hein, qui fait de magnifiques articles sur la vie étudiante, voilà. Et finalement, voilà, on publie ce nounours en gelée qui prend feu, voilà, ça fait des vues, c'est incroyable, personne ne comprend. Alors aujourd'hui, maintenant, on voit nettement plus ces mécanismes, mais je pense que dans beaucoup de rédactions, en fait, les gens sont tiraillés entre ces deux grandes vues, parce que j'imagine que la plupart des journalistes qui font ça, qui vont vers le journalisme, il y a une vocation pour écrire euh, peut-être des sujets un peu plus longs, sur une actualité qui les intéresse et qui les inspire. Puis finalement, bon bah voilà, le modèle économique aujourd'hui de beaucoup de publications, c'est de l'actualité chaude à la minute, pas toujours forcément super vérifiée, ou qui est une traduction de ce qui peut se faire, qui s'est fait dans la nuit outre-Atlantique. Donc les gens doivent être tiraillés quand même, voilà, dans ces métiers. oui, 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 c'est vrai. Et puis c'est vrai que c'est un peu dommage quelque part parce que parfois on en viendrait même à traiter des sujets qui intéressent pas trop la rédaction, mais enfin, on va le faire parce que, bon, enfin, je dis pas, ça arrive pas tout le temps, enfin, je sais pas, par exemple, une fois, on m'a dit, ah, tiens, il y a cette série qui est sortie, bon, elle a pas l'air extraordinaire, mais je pense que ça va bien marcher, parce que, enfin, je pense qu'elle va plaire aux gens, et donc il y aura potentiellement pas mal de lecteurs pour cet article-là, alors que le magazine en lui-même va pas forcément défendre la série en question dans la critique qu'elle va en faire après, quoi. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est ça. C'est parfois on a envie de, mais bon, enfin on le fait quand même heureusement, mais on a envie de traiter de sujets qui vont pas forcément susciter un grand engouement. Et puis au contraire, il y a d'autres sujets dont on sait qu'ils vont plaire, même s'ils sont pas forcément intéressants, et donc du coup on va les traiter aussi. Mais c'est vrai que je sais pas. Enfin oui, à titre d'exemple, moi j'avais proposé donc comme sujet d'article long aux Inrocks un article sur la nouvelle vague du cinéma roumain. euh, parce que ça me plaît, enfin je trouve ça intéressant, et puis
j'avais envie de, même si ça commence à être quand même assez connu maintenant, mais j'avais envie de le faire découvrir à travers un article qui parlait un peu des plus beaux films de cette période-là, quoi. Et puis donc ensuite j'ai vu, parce qu'on voit surtout on le voit surtout aux commentaires des lecteurs sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. Et puis j'ai vu qu'il y avait il y avait moins d'engouement par exemple pour cet article que pour un autre qui va traiter d'une actualité chaude, enfin sur un sujet différent, mais qui suscitera plus d'intérêt, quoi. Et du coup, voilà, pour aller un peu dans la continuité de cette question de l'ADN, il y a également on est dans une époque un peu tourmentée sur la vision du journalisme. Alors, est-ce que c'est particulier à l'époque? Je pourrais pas dire parce que j'imagine que c'est pas nouveau, en fonction des périodes de l'histoire, la haine, du journaliste par période. En tout cas, j'ai l'impression qu'au début des années 1900, il y avait quand même nettement plus de titres. Alors c'était peut-être des titres qui avaient des couleurs politiques nettement plus marquées. C'est pour ça peut-être qu'ils avaient des doctorats, je sais pas, plus fidèles. J'en sais rien, je n'ai pas fait histoire de la presse au cours du soir. En tout cas, c'est un sentiment que je peux avoir à l'instant. Toi, j'imagine que déjà sur le web, voilà, quand tu publies un article, les commentaires qui sortent dessous, ça va être le sapin de Noël quand même. Oui. T'es allé jeter un petit œil dessus, voir un peu qu'est-ce que les gens Oui. racontaient sur ta news? Ça faisait plaisir? Bah pas trop, non, non, justement, on s'est fait la réflexion plusieurs fois hein, avec les autres stagiaires aux Inrock notamment. C'est vraiment arrivé à tout le monde. Enfin, la première fois, enfin dans nos premiers jours, on est allé par curiosité regarder sur Facebook les commentaires des gens sous nos articles, et puis en général, voilà, on se prend un petit coup de dépression, et puis ensuite on n'y va plus jamais, on va plus regarder. Mais euh, mais voilà, enfin ça veut pas dire que les articles sont mauvais. Enfin parfois il peut y avoir des erreurs que les lecteurs pointent, mais enfin souvent c'est quand même vraiment gratuit. Et puis c'est des bon il y a pas que ça, mais puis enfin il peut y avoir ouais des gens qui critiquent pour pas grand chose. Et puis ça bon enfin c'est c'est quelque chose C'est quelque chose sur lequel on travaille sur soi avec les années, voilà, pour apprendre à qui ouais, oublier. on apprend à passer outre. Enfin, quand il y a des commentaires constructifs, on prend hein, bien sûr parce que on peut toujours progresser. Mais bon, voilà, quand c'est des critiques gratuites et qui sont pas fondées, c'est c'est pas très utile, quoi. Au Et contraire. justement, c'est des choses dont, par exemple, dans ta formation, vous parlez justement de cette, voilà, de ce rejet du monde médiatique qui est assez paradoxal, en tout cas pour moi, parce que à la fois, tu as l'impression que tout le monde est informé aujourd'hui. Ah, alors, chacun a sa source d'information. On va dire, les médias traditionnels, c'est de la merde. Après, le média le plus regardé, c'est BFM qui fait un travail, moi, que j'ai l'impression qu'il y a un travail plus d'opinion que d'un journaliste qui tend à être, on va dire, détaché de toute visée militante, en tout cas. Voilà, c'est mon opinion à l'instant. Et à la fois, on va, par exemple, là, je prends ce magnifique exemple de l'actualité très chaude, voilà, petite polémique, voilà, le fameux professeur Raoult. Euh, on va avoir des médias qui vont en parler plutôt tardivement, certains qui vont prendre plus ou moins position, et finalement le commun des mortels va dire ce monsieur a obligatoirement raison. Alors c'est vrai qu'en période de crise et de doute, on essaie de se rattacher, surtout quand on est dans une urgence sanitaire et que ça fait très peur. On voit tous les mécanismes psychiques que ça peut engendrer. Mais les gens vont plutôt croire le premier tweet venu d'une pseudo-célébrité qui va dire ah, ce gars-là il a raison, qu'un journaliste qui va dire bon, on n'en sait rien peut-être aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'études scientifiques valables. Voilà. On est quand même dans une période un petit peu bizarre et je me demandais si effectivement dans les cursus, voilà, c'est des choses qui sont abordées. La défiance du public envers les médias, tu veux dire? Ouais. Bah, pour moi, en tout cas, dans mon master, on l'a pas vraiment abordé. Enfin, après, on nous apprend à faire notre travail le mieux possible, forcément. Mais c'est vrai que oui, oui. Enfin, là, de plus en plus, à l'heure d'Internet, enfin, il y a, il y a une perte de confiance dans les médias enfin, qui peut être fondée. Bon, après, j'avoue que j'y connais pas grand-chose au niveau journalisme politique, notamment,
mais oui, qui peut être fondé parfois. Et puis c'est vrai que quand on voit les chaînes d'infos en continu avec des pseudo-experts parfois enfin qu'on invite et qui parlent de tout et de rien. J'ai trouvé il y a quelques jours une vidéo d'un débat sur CNews qui était censé être sur le féminisme et il y avait 4 hommes à la table ronde. Donc, enfin, c'est pas pour dire que les hommes peuvent pas parler de féminisme, mais bon, c'est quand même dommage qu'il y ait aucune femme, à part la présentatrice qui était une femme quand même, heureusement. Mais voilà, donc il y avait 4 hommes, dont Éric Zemmour, donc j'avoue que quand on voit ça, il y a de quoi se poser des questions. Euh, mais, euh, mais oui, oui, enfin, il y a une, il y a une défiance enfin, du public envers les médias, à raison aussi parfois, mais, euh, mais bon. Parce que beaucoup de gens qu'on peut voir dans les médias, ça c'est quoi? C'est des journalistes ou plutôt des éditorialistes? Parce qu'on en a quand même une vague de gens qui sont plutôt là pour faire de l'opinion, parce que c'est ce qui marche en fait. Les gens aiment se raccrocher à une idée, surtout si elle n'est pas positive. On a des mécanismes comme ça de défense qui datent de nos lointains ancêtres et de notre évolution. On aime s'accrocher au danger pour pas être, pour pas mourir croqué par un T-Rex. Mais c'est vrai qu'on est plutôt, voilà, on voit beaucoup circuler finalement l'éditorialisme comme moyen d'expression, on va dire, d'une forme journalistique. Je sais pas si c'est vraiment du journalisme du coup. Oui, 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 c'est vrai. Enfin, bah après, moi, j'avoue que je regarde très peu la télé, donc, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a plus oui, d'éditorialistes et puis d'experts de je ne sais quel sujet qui passent sur les chaînes de télé plus que de journalistes ou enfin, ouais, de gens qui seraient vraiment plus calés dans un domaine et qui viendraient parler du sujet en question, quoi. Alors c'est vrai que moi je suis peut-être un mauvais exemple également en tant que consommateur. C'est vrai que moi j'aime les formats longs, par exemple. Alors c'est vrai c'est une niche, j'ai l'impression aujourd'hui, Ouais. alors qu'on est le reste du monde est dans ah, c'est un déversoir de news en permanence toute la journée, même sur des choses qu'on peut voilà, dire c'est sérieux. Par exemple France Info, c'est vrai quand on regarde le flux de France Info dans la journée, je parle pas celui de l'AFP qui doit être assez monstrueux, hein. Mm. C'est vrai qu'on est dans une continuité permanente, permanente, permanente. J'ai l'impression que à aucun moment on s'arrête, on dit ok, est-ce que ça a vraiment de l'intérêt? Oui, c'est vrai. Bah oui, oui. Puis c'est vrai que du coup, après, le risque, c'est que si on fait pas attention, on peut se mettre à parler de tout et n'importe quoi, alors que ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais bon, après, je pense que, enfin, l'actualité chaude doit exister aussi parce que enfin voilà, quand il se passe quelque chose, quand il y a une actualité qui arrive, il faut la traiter, Tout à quoi. fait. Donc je pense que ça pourrait pas disparaître complètement, mais c'est vrai qu'il faudrait le faire enfin, faut que ce soit fait avec le plus de rigueur possible et puis même quand on n'a pas encore trop de recul sur les choses, enfin ouais, il faut que ce soit fait de la meilleure manière possible et puis je pense que, enfin c'est vrai qu'en plus avec les réseaux sociaux, les gens choisissent vraiment ce qu'ils ont envie de lire et puis ce qu'ils ont envie de voir et puis du coup c'est vrai que le journalisme devient plus horizontal en fait pas d'égal à égal, mais bon, il y a une relation entre le journaliste et l'internaute surtout, où c'est plus trop un schéma vertical où le journaliste euh, parlerait de son savoir un peu en surplombant le lecteur. Je pense que là maintenant c'est un Enfin bon, après je dis ça encore une fois sans être experte du tout, mais je pense qu'il y a un peu plus d'horizontalité maintenant dans la façon de traiter l'information et de la recevoir, quoi. Parce que j'ai cette impression, alors attention, encore une fois, hein, je suis loin d'être un universitaire ni un expert, hein, peut-être qu'on se fera corriger dans le chat. Mm. C'est vrai que je me dis toujours, la Seconde Guerre mondiale, par exemple, ça a dû être un moment fort pour le journaliste, se dire, parce qu'on était plutôt sur de la propagande, hein, quand même, pendant très longtemps. C'est vrai qu'on a des gens comme, oh la vache, ce photographe de renom qui a une agence à son nom, Kappa,
voilà, il est venu faire des photos sur le front. C'est vrai qu'on peut penser peut-être à la guerre du Vietnam après, qui a été aussi une époque où on a commencé à mettre des journalistes vraiment sur les conflits, mais d'une façon un peu plus industrialisée ou systématique. Moi, je me souviens dans ma tendre jeunesse, la première guerre du Golfe en 91 avec voilà les armées cherchaient vraiment à contrôler ce qu'elles montraient. On avait de très belles images de nuit avec des tirs, avec des balles traçantes. C'était presque la guerre jolie. Voilà, on a eu ces débuts des mots comme guerre chirurgicale. Il y a le début des années 2000 où finalement euh, on en a une illusion de rupture peut-être avec l'arrivée des blogs, par exemple, où c'est tout le monde est journaliste, tout le monde est. Est-ce que tout le monde est journaliste? Ça, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qu'un journaliste? Et puis tout ça, c'est redilué. C'est vrai qu'on a eu des publications comme Agoravox ou Rue 89 qui sont maintenant c'est quoi? C'est l'Obs, je crois, qui l'a repris, qui étaient des gens. Ouais, là-bas, c'est bien sûr il y avait un noyau dur de journalistes de formation expérimentés qui donnaient une cohérence au tout, mais on avait quand même beaucoup de rédacteurs. Voilà, Monsieur, Madame, tout le monde. On voit que Mediapart aussi avec ses blogs a un petit peu cette tendance peut-être. Tout ça pour dire qu'est-ce que c'est qu'un journaliste finalement à notre époque, parce que on va dire qu'un journaliste c'est aussi bien la personne qui présente la matinale sur LCI le matin en compagnie d'éditorialistes et de comiques troupiers, avec quelqu'un par exemple qui va travailler pour America, voilà, qui a un sujet nettement plus spécialisé, ou quelqu'un qui va travailler par exemple pour le média, qui va faire une enquête, voilà, peut-être anglais avec une vision politique, mais voilà, une enquête de fond avec une vision politique. On peut penser également, je me rappelle au tout début du conflit en Syrie avec l'arrivée de Daesh, d'une journaliste, je crois, qui était italienne, une pigiste qui était sous les bombes, en train de se faire pilonner, qui disait, je sais pas demain matin si je serai toujours en vie, mais je suis payé au SMIC et je suis en train de d'écrire mon papier en me disant je vais peut-être claquer. C'est vrai que le mot journaliste englobe quand même une variété de métiers. Oui, oui, complètement. Bah là, rien qu'avec tous ces exemples, on voit que ça peut être vraiment enfin, extrêmement varié, quoi. Après, pour ta question, est-ce qu'on est tous journalistes? Je sais pas, j'avoue que c'est une bonne question. C'est vrai que avec les blogs maintenant, enfin, enfin, c'est plus très nouveau maintenant, mais tout le monde peut faire des photos, tout le monde peut filmer un événement, et puis tout le monde peut parler de tel ou tel sujet. Après, je pense que le journaliste, c'est celui qui va faire ça bah, vraiment avec la plus grande indépendance et objectivité possible et impartialité. Euh, Parce que, enfin voilà, ça c'est peut-être quelque chose qui serait une différence entre le journaliste et le blogueur, par exemple, c'est que le journaliste, il a vraiment une obligation de, de rigueur et puis oui, c'est ça, comment dire, d'impartialité dans sa manière de traiter l'information, quoi. Que des rédacteurs oui, c'est ça, ou des personnes non professionnelles auraient pas forcément. Peut-être qu'on pourrait faire aussi une différence. Alors je sais pas si elle est vraie, mais pour avoir un concept d'avoir que le journaliste donne du sens, alors que peut-être la source donne du contenu. Je sais pas, c'est vrai que par exemple sur des mouvements comme les gilets jaunes ou c'est vrai qu'on a vu beaucoup de gens filmer des mauvaises actions de part et d'autre. Voilà, donc on a une arrivée quotidienne de vidéos aussi, voilà, dans un flux très chaud en disant, voilà, il y a truc, il a eu tel problème avec telle personne a perdu une main, une jambe, un œil. C'est vrai qu'on a vu beaucoup ça. Euh, Peut-être que le travail finalement du journaliste à ce moment-là, c'est effectivement de collecter cette information et de lui donner un sens, peut-être une visibilité, alors que la personne qui a filmé, elle, ouais, peut-être moins d'objectivité. Enfin, tout ça est la notion d'objectivité, de toute façon, à mon Oui, avis, est très fluctuante. oui. Puis c'est vrai qu'en plus, pour les Gilets jaunes, par exemple, enfin, il y a eu aussi énormément de critiques sur la façon dont les médias ont traité, enfin, sur le traitement médiatique des Gilets jaunes, qui a pu être parfois, bon, encore une fois, enfin, je m'y connais pas assez pour m'étendre sur le sujet, mais qui a pu être un peu, comment dire,
pas méprisantes, mais il y a pu y avoir des visions assez classistes et puis dans ce cas-là, enfin, c'est vrai que après ça peut être le contraire aussi. Du coup, ça peut être peut-être des, des, des simples internautes ou lecteurs qui seraient comment dire, qui donneraient autre chose à voir aussi pour critiquer ou contester le traitement médiatique d'un événement en particulier. Ouais. C'est vrai que on est dans une époque finalement où les représentations de part et d'autre changent. Le journaliste doit retrouver aussi sa voix. Alors c'est vrai que je pense que voilà, les publications au long cours peut-être redonnent un peu une lettre de noblesse, si on peut dire ça ainsi, de ce qu'est un journalisme. Après, il y a clairement une raison économique. Voilà, qui achète ce genre de revue? Alors c'est vrai que je pense que America, que 21, 6 mois, c'est des gens c'est des publications qui vivent, qui sont à mon avis rentables économiquement, mais sur un secteur de niche. C'est pour ça qu'on a des petites équipes, que ça sort pas tous les 2 jours. On voit des gens très courageux, je trouve, qui essaient de lancer régulièrement des nouvelles publications. Un peu fouiller, parce que c'est vrai que si on va chez le marchand de journaux, il y a aussi des groupes de presse qui ont des stratégies où on sort plein de titres dans l'année, on sait que ça va durer 2, 3 numéros, mais l'effet de nouveauté va permettre d'attirer des gens sur 1, 2, 3 numéros. On voit aussi il y a d'autres stratégies économiques, mais on est dans une période qui pose beaucoup de questions à mon avis. Alors juste un exemple que j'aime bien aussi, qui est un peu presque un contre-exemple un petit peu, parce qu'ils ont une drôle de ligne éditoriale, c'est les gens de chez Vice. Vice.com, si je dis pas de bêtises, c'est des Canadiens à l'origine, qui étaient des gens plutôt issus des milieux de la réinsertion, où ils faisaient voilà, drogue, alcool, prison. Ils ont commencé à faire un magazine qui était assez pointu, distribué dans des lieux un peu branchés, dans des bars un peu tendance. Et puis ils se sont développés, ils sont devenus finalement une des principales plateformes vidéo du web. Et c'est vrai qu'ils ont une ligne éditoriale qui est très surprenante, hein, parce on a à la fois le côté playboy, sexe, drogue, alcool, et le côté un peu, bon exemple qui tient pas toujours, mais Paris Match, les grands reportages de Paris Match, où par exemple c'est vrai qu'ils ont été les seuls à faire un embed avec l'État islamique à la prise de Mossoul. On est sur des lignes éditoriales assez bizarres, mais du coup, voilà, ils mélangent un peu les deux, avec des titres toujours plus tactiques et très accrocheurs quand même, on va pas se mentir. Mais voilà, ils cherchent une voie, j'ai l'impression, dans cet univers de journalisme où il faut certes être rentable, et en même temps, le sujet de fond, et les grandes histoires, c'est quand même aussi très intéressant pour tout le monde. Oui, bah, enfin moi j'avoue que Vice, je connais pas très bien, mais mais oui, bah, c'est encore un autre parti pris ça de rédaction de d'essayer de combiner. Oui, c'est ça, c'est ce que tu veux dire, j'imagine. Enfin, des sujets qui vont marcher, qui seront sûrs de marcher, et puis des formats peut-être un peu plus longs, plus de qualité. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est quoi un peu tes aspirations? Il y a un type de journaliste culturel qui t'intéresse, ou justement aujourd'hui tu étais plutôt dans l'expérimentation pour voir vers quoi tu as envie d'aller? Bah alors moi j'avoue que ce qui me plaît le plus, enfin pas forcément, mais c'est ce dont on a parlé, donc ces formats au long cours qui sont enfin je trouve vraiment intéressants dans le sens où ça permet d'avoir plus de recul sur les choses et enfin voilà, j'aime bien enfin je trouve ça intéressant quand on traite d'un sujet et qu'on a eu plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour le faire. Et puis, enfin voilà, contrairement à l'actualité chaude où où on va forcément manquer de recul et de perspective. Et puis après, oui, du coup, moi, je me suis plutôt dirigée vers le journalisme culturel parce que c'est ça qui me plaît le plus depuis longtemps. Enfin, moi, j'aime toujours, j'ai toujours beaucoup aimé le cinéma et les arts visuels en particulier, enfin, art plastique, art contemporain, etc. Et donc du coup, bah, c'est pour ça que j'ai fait ce master-là de journalisme culturel, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France. Je crois qu'il y a que 2 masters enfin que 2 formations en journalisme vraiment enfin, culturel, quoi.
parce que sinon il y a toutes les écoles de journalisme classiques. Mais voilà, donc moi j'aimerais bien me diriger vers le journalisme de cinéma ou de la critique de cinéma, pourquoi pas. Euh, et puis plus sur du format long, ouais. Et plus axé art et cinéma. Du coup, pendant cette période de confinement, pas de cours, mais un petit mémoire, j'imagine, en cours de route. Ouais. Bah si, on a des cours quand même aussi. Ah, On a des cours en ligne et puis on a quand même toujours des trucs à rendre, enfin, des articles, des enquêtes, etc. à rendre. Mais oui, oui, un mémoire que je fais sur la médiatisation de Roman Polanski et Woody Allen. Donc tout un programme. sujet chaud. Ouais. Et par donc les Inrocks, les Cahiers du cinéma et Transfuge principalement parce qu'ils ont des lignes éditoriales assez différentes. Légèrement, légèrement. Ouais. Et puis voilà, enfin j'essaie d'analyser un peu déjà plus globalement la naissance de la figure de l'artiste, enfin comment on construit la figure du créateur à travers un discours médiatique, et puis ensuite dans le cadre du coup de Polanski et Allen qui sont des cinéastes assez controversés, j'essaye de voir notamment depuis le mouvement MeToo si la médiatisation de ces deux réalisateurs a changé par ces titres-là, et enfin voilà, j'essaie d'analyser un peu comment on parle de leurs films aussi, euh, en sachant que voilà le regard qui est porté sur ces deux personnages a quand même considérablement changé, je pense, ces dernières années, enfin surtout ouais, très récemment. Et donc voilà, j'essaie de voir un petit peu si ça change dans le discours médiatique de ces titres-là. Et puis, enfin, c'est vrai que il y a Transfuge par exemple qui est très très, enfin qui défend vraiment à corps perdu Polanski à coup d'éditoriaux et d'articles, enfin en tout genre. Et puis voilà, les Inrocks c'est encore assez différent parce qu'ils aiment bien son travail, mais bon ils essayent aussi enfin ils l'encensent pas parce qu'ils sont dans une démarche complètement différente. Donc voilà, c'est un peu le sujet de mon mémoire. Un sacré dossier, effectivement. Les points de vue sont assez clivants sur ces deux réalisateurs. Et puis c'est vrai que j'imagine que l'évolution, enfin, on peut imaginer comme ça à première vue, mais je suis sûr que son mémoire nous apportera les clés de l'illumination. C'est vrai que ça a un petit peu dû changer. Et puis même la société a changé sur ces sujets-là. C'est vrai que MeToo est quand même un grand passage, mais c'est vrai que les petites blagues qui pouvaient avoir lieu dans des émissions de pivot il y a 20-30 ans, je suis pas sûr qu'on les reverrait aujourd'hui. En tout cas, ça ferait probablement plus scandale. Voilà. Voilà, on s'est ouvert sur d'autres choses. Voilà, tu parlais tout à l'heure d'un plateau avec Zemmour. C'est vrai que voilà, il y a un type de parole qui s'est peut-être plus ouvert, qui est devenu plus acceptable dans la société, et un autre qui est en train de se refermer. Enfin, en tout cas, peut-être que tu apporteras un certain nombre d'éléments de réponse avec ce mémoire. Eh bien, on arrive à la fin de cette magnifique discussion. C'est incroyable. Déjà une bonne heure ensemble. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires si y en a après, on viendra y répondre. Voilà, si vous avez des avis, tout dans le respect des uns et des autres. Hein, c'est le mot d'ordre par ici. On est quand même à la Cité internationale. Il y a quelques questions quand même qui restent en suspens. Cité unie, Oui. on peut encore écrire, on peut encore proposer quelques articles pour le prochain numéro. Oui, 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 totalement. Bah, j'allais en parler là pour le mot de la fin. Magnifique. Alors justement, donc on a rallongé un peu l'appel à articles en raison du confinement. Et puis donc là, voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont Je le intéressés. partage en direct. Voilà. Magie de la technique. Ah, ah oui. Pardon, vas-y, vas-y. Oui, oui, non, si vous voulez participer à la prochaine édition, c'est encore tout à fait possible. Et voilà, donc là, il y a l'appel à articles qui va s'afficher. Et donc, vous avez jusqu'à ce dimanche-là, donc le 10 mai, donc à minuit, pour, euh, pour proposer vos articles. Et puis, donc encore une fois, ça peut être aussi des dessins, des photos, des illustrations sur le thème de l'ivresse. Donc, et puis, vous pouvez envoyer ça à info@citeunie.org.
Mais On vous mettra l'adresse et le ouais, lien vers la page dans la description de la vidéo. exactement. Donc, Et puis, il y a une autre chose aussi avec Cité Unie, c'est que malheureusement pour nous, vous mmh, allez quitter la cité, vous les porteurs de ce beau projet. Du coup, vous êtes à la recherche peut-être de successeurs, voilà, de nouveaux porteurs de cette belle initiative. ouais, exactement. Oui, oui, bah totalement. Donc là, en fait, on voulait attendre. Enfin, on attend juste la fin de l'appel à articles pour pas trop inonder les pages Facebook avec plein de messages de la part de Cité Unie. Mais oui, oui, on cherche des repreneurs pour le journal parce que nous, donc là, pour l'instant, il y a Pierre Laville, qui est le correcteur, Victor Viard et moi. Donc on est trois à s'occuper du journal. Et puis là, c'est pour tous les trois, c'est notre dernière année à la Cité. Donc du coup, là, on s'occupe de cette dernière édition et puis ensuite on va passer le flambeau. Donc pareil, si ça intéresse des gens, même pour participer à cette édition-là, avec plaisir, on aura besoin de mains en plus. Donc voilà, en fait, du coup, vu que nous on s'en va tous les trois, tous les postes sont ouverts, donc toutes les rubriques vont avoir besoin d'un chef de pupitre de la rubrique, et puis on aura besoin de correcteurs, de maquettistes aussi, s'il y a des gens qui ont envie de s'occuper de la prochaine mise en page du journal, et puis d'un rédacteur en chef ou d'une rédactrice en chef aussi. Donc voilà. Bah après, si les conditions le permettent, on essaiera quand même de faire une conférence de rédaction, soit en vrai, soit sinon sur Facebook ou en live pour essayer d'organiser ça un peu avec des gens qui seraient intéressés. Mais oui, en tout cas, il ne faut pas hésiter à nous contacter sur la page Facebook ou sur le site pour. Et puis, pour les successeurs, n'hésitez pas à venir me voir pour les financements, parce que c'est vrai Ouais. que ma vraie vie, c'est pas forcément nécessairement d'animer des lives, c'est aussi d'accompagner les différentes initiatives résidentes sur le campus. Confinement oblige, on se réinvente. Eh bien, merci beaucoup, Éponine. Bah, merci. Peut-être un mot de la fin, quelque chose qui nous fait rêver sur le journalisme. Je sais pas, là, comme ça, je vois pas, mais Ouais, c'est une belle expérience quand même, c'est une belle vocation, c'est une vocation noble. oui, 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 complètement. Bon, C'est après, vrai qu'on a beaucoup. c'est difficile, enfin, c'est un milieu, un secteur un peu difficile, notamment en raison des difficultés de la presse, enfin presse écrite surtout. Mais enfin oui, non, je pense que c'est quand même un beau métier et puis qu'il y a encore bon, c'est très cliché ce que je dis, mais qu'il y a encore des très belles choses à faire dans le journalisme. Et puis que voilà, si on fait ça bien, ça peut être encore intéressant, Eh ben, on utile. le verra dans la prochaine édition Ouais, de Cité Unie sur l'ivresse. Déjà de très jolis papiers de politique internationale, de culture internationale, de rencontres. Je sens que ça va être internationalement chouette, si on peut dire ça comme ça. J'ai vu passer tout à l'heure dans le chat notre camarade Olivier Fontenas qui était invité il y a quelques jours voilà, pour un Cité Talks. on est salut Olivier. Il a sorti son dernier petit tuto challenge développement durable confiné. Je vous invite à aller le voir, on les mettra en description, vous allez voir, c'est super chouette. Merci beaucoup Éponine. Voilà, donc c'était une belle discussion, voilà, un peu comptoir du commerce sur le journalisme avec C'est ça. du ressenti, de la vie. N'hésitez pas à venir échanger avec nous dans les commentaires. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de bien belles choses. Voilà, on vous prépare un prochain live. Voilà, j'ai l'invité, mais on essaie de se trouver la date. Mais voilà, on va avoir de jolies rencontres dans les prochains jours. Deux événements en tout cas sont d'ores et déjà programmés. Cité Unie, l'appel à projet, court. Voilà, on vous mettra le lien dans la prochaine slide. Vous allez voir la slide de fin avec toujours ce magnifique GIF. On n'oublie pas les gestes barrières. Le déconfinement, c'est le 11. Le coronavirus, je sais pas s'il est au courant, mais en tout cas, continuez à prendre soin de vous. Je vous dis très bonne soirée et à la semaine prochaine pour un live. Merci encore Éponine. Bonne Merci à toi. soirée et lisez bien Cité Unie, ce journal de qualité. On attend vos contributions avec plaisir.